Centre des œuvres universitaires de Dakar, ici c'est l'entrée principale du campus social, le centre d'hébergement des étudiants. Une entrée qui force le regard et l'admiration pour ces espaces paysagers, soigneusement aménagés pour rendre agréable le séjour sur le campus. Ici, le décor est un mélange de statues et portraits du parrain de l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Le tout planté dans le jardin des nations, symbole de la diversité au sein de ce temple du savoir. De belles réalisations œuvres des étudiants de l'UCAD sous l'encadrement de la direction du COUD. Si aujourd'hui on te bandait les yeux pour te faire descendre dans le campus, regarder cet environnement, tu penserais que peut-être que dans un campus européen, il y a une dynamique de rupture positive, n'est-ce pas, donc, qui est notée. Le seuil franchi, se dresse donc le mythique pavillon A, icône de ce site d'hébergement réputé. Reconnaissable jadis par sa taille et ses couleurs imposantes en bleu et blanc, le pavillon A paraît aujourd'hui sous d'autres couleurs, harmonisées au sein du campus social. Tout cela concourt à le rendre attrayant et agréable à vivre. De façade comme de l'intérieur, le pavillon A connu un véritable changement. Cette mutation au niveau du campus s'est opérée avec la réalisation d'infrastructures consistant à augmenter et à améliorer sensiblement la qualité de vie sur ces sites. C'est le cas ici au campus de l'ESP ex-Ensut. De nombreux pavillons ont vu le jour, un décor splendide qui convient parfaitement à l'épanouissement des étudiants. Ils sont conscients de ça et ça, pour ça, de temps en temps, nous recevons des lettres de félicitations des étudiants et ça nous motive davantage. Ouais. Mais le travail, c'est au quotidien que nous le faisons. De 2012 à nos jours, le COUD a casqué fort. Ce dialogue entre cette sculpture du parrain au rond-point et ces fresques murales donne à voir un tout autre visage du campus social de l'université Cheikh Anta Diop. Le directeur de l'époque, actuel ministre de l'Urbanisme, avait remarqué à son arrivée que, effectivement, dans l'espace universitaire, il manquait un peu de représentativité du parrain. Les étudiants aussi avaient émis l'idée de mettre des fresques de Cheikh Anta. De l'idée à la matérialité, il a fallu tout le soutien du COUD aux concepteurs. Voici l'un des initiateurs. Vraiment, à chaque fois que je contemple ça, j'ai une très grande fierté. 12 mètres de longueur, 10,5 de largeur, ces fresques font partie des plus grandes de l'Afrique de l'Ouest. On a eu à le faire en 6 jours avec mon crew qui est RBS Crew, un crew de jeunes artistes, graffeurs du Sénégal. Au sein du collectif Carbone 14, il n'y a pas que des plasticiens. Ousmane est le leader de ce groupe musical. Son texte rappé revient sur des citations majeures de Cheikh Anta Diop pour mieux conscientiser la jeunesse. On est dans l'espace universitaire et l'espace universitaire, c'est des jeunes. Et les jeunes, ils écoutent la musique. On en met en exergue, par exemple, la personnalité de Cheikh Anta Diop. Il y a des gens qui ne lisent pas. Mais il y a ces gens, ils ne lisent pas, mais par exemple, ils regardent, mais ils écoutent. C'est la raison pour laquelle nous, on pense que, par exemple, notre musique va être écoutée, mais nos vidéos aussi vont être suivies par le public sénégalais. Lire ces paroles de Cheikh Anta Diop gravées sur cette sculpture est primordial dans le réveil des consciences. Replacer les arts et la culture au cœur du campus social, c'est la vision du COUD. Nous sommes accompagnés par les étudiants, artistes qui soumettent des projets et qui font exécuter ces projets-là. Et c'est de cette façon que nous avons eu l'inspiration de l'étudiant Ousmane, qui nous a proposé le livre que nous avons installé dans la place des martyrs. Excellent vecteur d'adhésion à des causes essentielles, l'art et la culture n'ont jamais été aussi présents à l'université Cheikh Anta Diop.
Au campus social, il est l'un des clés de vulgarisation de la pensée de Cheikh Anta Diop qui consiste à s'armer de science pour arracher son patrimoine culturel. Des antennes de relais un peu partout dans le campus. Sous ces antennes, des étudiants concentrés sur leur portable à surfer. Un décor qui attire l'attention. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la connexion est partout et elle est gratuite. Ces derniers temps, franchement, la direction des COUD fait énormément de choses pour les étudiants. Comparant 2014 jusqu'en 2021, nous avons vu qu'il y a des améliorations vis-à-vis de l'Internet. Ça facilite de plus en plus aux étudiants de vouloir faire leurs recherches. Internet a une place de choix dans ce monde. Il devient incontournable dans tous les domaines, surtout celui de la recherche. Pour faciliter le travail aux étudiants, le COUD, à travers le projet Smart Sénégal de l'ADIE, connecte toute l'université. Presque 15,5 km de fibre optique ont été déployés dans le campus. Également, nous avons déployé près de 200 access points au niveau du campus, ce qui permet d'avoir aujourd'hui presque 25 000 sessions simultanées qui soient possibles pour en tout cas les utilisateurs au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. L'UCAD est connecté certes, mais avec un débit que les étudiants trouvent lent, une amélioration de la connectivité est donc souhaitée. Tu peux avoir par exemple des choses que tu veux rechercher sur l'Internet. La connexion parfois n'est pas très rapide, quoi. Pourquoi c'est lent? C'est le nombre d'utilisateurs d'abord. Mais au-delà des campus gérés par le COUD, il y a d'autres campus. C'est-à-dire qu'il y a l'UGB, il y a l'université de Ziguinchor, il y a l'université de Thiès. Toutes ces universités-là se partagent les 150 mégabits de l'ADIE. C'est pourquoi, comme vous le voyez, le nombre d'utilisateurs est tellement élevé que donc on ne pourra pas assurer une bonne connexion. Le campus, les amphithéâtres, les pavillons et même les chambres, Internet est présent partout. Pour la deuxième phase, on va interconnecter l'ensemble des campus et l'ensemble des pavillons des campus. Donc tout le monde sera servi. Une bande passante qui sera non seulement de haut débit, mais elle sera utilisée dans tous les deux campus, social comme pédagogique. Avec l'Internet, les recherches sont faites et même certains cours sont dispensés à distance. Avec le réseau mis en place à l'UCAD, les étudiants sont dans l'ère du numérique. Pause matinale avant de prendre le chemin des amphis. Dans cette chambre, les étudiants vivent en pleine harmonie. Autour du thé, un débat d'étudiants. À la question relative aux conditions d'hébergement, Mathias apprécie. Durant ma première année, on était au minimum 14 dans la chambre. Mais en ce moment, on est 6 dans la chambre. On peut dire que les conditions d'hébergement se sont nettement améliorées par rapport aux 5 dernières années. Parce qu'avant, on avait un sérieux problème avec les punaises, avec les lits en bois. Des lits en bois remplacés aujourd'hui par des lits en fer. Un changement qui entre dans la dynamique de modernisation enclenchée par les autorités pour améliorer les conditions d'existence des étudiants. Mariama Sarr loge au campus social depuis plusieurs années. Pour les conditions d'hébergement, ce n'est pas du tout facile. Être étudiante ici, surtout en première année, ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile. On ne change pas régulièrement les draps et les couvertures. Nous sommes obligés d'aller payer pour qu'on nous fasse le linge. Entre-temps, on va se débrouiller juste pour mettre quelque chose pour qu'on puisse être à l'aise. Les draps, on devrait les changer régulièrement, à ce que je vois, parce qu'on ne peut pas donner à une étudiante un simple drap qu'elle doit utiliser jusqu'à la fin de l'année. L'accueil et l'hébergement constituent une étape importante à chaque rentrée universitaire. Alors, comment se font les codifications? Il y a une commission technique chargée de la codification qui est nommée
par monsieur le directeur du COUD, comprenant des étudiants, c'est-à-dire les présidents d'amicales et les présidents de commissions sociales des différentes facultés, et une autre partie composée d'agents du COUD. Dans son département, Mme Cham a un quota social bien mentionné dans les différentes rubriques. Le quota social est composé du quota réservé d'abord des handicapés, parce que c'est des quotas réservés. Il y a un quota qui est réservé aux étrangers. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a dépassé depuis longtemps sa capacité d'accueil. C'est d'ailleurs ce qui explique ces chantiers visibles un peu partout dans le campus social. La capacité d'accueil de l'université était aux alentours de 5000 lits. Donc de 4000 lits en 2012, après la démolition des pavillons espagnols, grâce au président de la République, nous sommes passés à une capacité d'accueil de 10 000 lits. Donc il a fait plus que ce qu'il avait trouvé comme capacité d'accueil dans le campus, et ce, à l'espace de 4 ans seulement. Mais il n'y a pas que cela. La construction de 8 nouveaux pavillons est aussi prévue. Mais in fine, ce sera quand même le double de la capacité de ce que nous avons actuellement. Nous allons passer de 10 000 à presque 20 000 lits. Contrairement aux autres pavillons, la construction de ces nouveaux obéit à un style particulier. La particularité de ce que nous faisons ici, c'est qu'en fait, lors de la conception, nous avons d'abord visité les pavillons qui sont au niveau du campus, que ce soit dans le campus ICAD, le campus Claudel et le campus ESP. Et avec cette visite-là, nous avons vu vraiment en fait, les besoins des étudiants. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'étudiants dans les chambres, dans une seule chambre, jusqu'à environ 10 étudiants. Et donc du coup, ce constat nous a permis de réfléchir sur le mode de construction. La construction de ces pavillons est donc faite avec des briques en terre cuite, un choix non loin d'être fortuit. L'objectif des autorités est de permettre aux étudiants d'être dans de meilleures conditions d'hébergement pour bien réussir leurs études. Le visiteur a forcément l'eau à la bouche. Du riz encore fumant, prêt à la consommation. C'est l'heure du déjeuner au restaurant Argentan. Il est l'un des plus grands restaurants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants connaissent bien la bonne heure. Une première vague s'aligne devant le portail, mais avant d'accéder à l'intérieur, un préalable, le respect du dispositif mis en place. Maodo Malik est un habitué des lieux. Il y a de la qualité. Oui, parce que l'étudiant, on le sait bien. S'il y a quelque chose qui n'est pas en qualité, on ne le mange pas. Le service est bien parce qu'il y a une parfaite collaboration entre les étudiants, les receveurs de tickets et les serveurs. Une bonne entente qui déteint sur le service. Dans ce restaurant, la conservation des denrées est non négligeable. Et c'est tout le sens de ces différentes chambres froides. À côté de celles-ci, il y a aussi les étuves pour la conservation des repas chauds. Le produit, il sort de la cuisine, il arrive au restaurant, il garde toujours la même température parce que c'est programmé ainsi, jusqu'à le service donc à la consommation donc, de l'étudiant. Ce qui veut dire que tout est suivi à la lettre. Les 4 grandes salles que compte le restaurant peuvent accueillir jusqu'à 1500 étudiants pour nourrir plus de 13 000 pensionnaires, suivant un système de rotation bien huilé. Au déjeuner, on a 3 heures de fonctionnement. Chaque heure peut prendre, si vous voulez, 4500 étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1500 étudiants peuvent rester dans la salle pendant 20 minutes. Donc chaque heure, on a comment ça s'appelle, 4500. Et au bout de 3 heures, nous avons 13 500. C'est le fruit d'un équipement de dernière génération qui permet au restaurant d'honorer ses engagements. Il intègre d'ailleurs une boulangerie d'une capacité de production de 20 000 pains par jour. Sa grande cuisine, elle, est équipée de fours multifonctionnels. Nous avons une cuisine qui est équipée de 12 marmites de 300 litres, 2 marmites de 500 litres, une grillade avec 4 sauteuses, 2 friteuses, 2 grands fours qui ont une capacité de 80 000 personnes. Donc nous pouvons mettre dedans du riz, du poulet, de la viande, du poisson. Depuis 1994, le COUD s'est désengagé de la gestion opérationnelle des restaurants universitaires. Un travail dévolu aujourd'hui à des entreprises privées spécialisées dans la restauration.
Nous sommes chargés de veiller au respect scrupuleux des clauses qui sont concluses entre ces gérants et le COUD. Donc ce travail qui est fait au niveau de ce département est assuré par 3 services. Il y a d'abord le service des restaurants universitaires, il y a le service du contrôle de l'hygiène et des aliments, de la qualité de l'hygiène et des aliments, mais il y a également le service du contrôle de l'accès aux restaurants universitaires. Le contrôle, justement, il est érigé en règle par le département chargé de la restauration. Toutes les denrées alimentaires qui sont livrées ici font l'objet déjà d'une inspection par la délivrance d'un certificat d'origine et de salubrité. Si il est conforme par rapport à nos exigences, le produit il est réceptionné. Tout un processus pour permettre aux étudiants de consommer des aliments en bonne qualité. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence des étudiants dans le comité de restauration qui regroupe les différents acteurs. Manger un bon plat à l'heure du déjeuner avec les normes requises implique donc une certaine rigueur dans la préparation. La BU, une source intarissable de savoir. Cette bâtisse, à l'architecture sublime, est la plus ancienne des bibliothèques universitaires des pays francophones de l'Afrique au sud du Sahara. C'est tout un processus qui a permis la création de la bibliothèque universitaire. Tout au début, il y avait des collections qui ont été rassemblées au niveau de l'école africaine de médecine de Dakar, qui date de 1916. Et donc, au fur et à mesure que les collections ont été rassemblées, les gens ont senti la nécessité de mettre en place une bibliothèque au niveau de l'université de Dakar. C'est ainsi que des missions ont été effectuées en France. Et donc, des experts sont venus au Sénégal pour voir l'emplacement de la bibliothèque universitaire. Donc, c'est en 1959 que la première pierre de la bibliothèque universitaire a été posée. Et les travaux ont duré 6 ans. Et le 20 mars 1965, elle a été inaugurée par Léopold Sédar Senghor. Ces premières collections datent de la création de l'École africaine de médecine. Aujourd'hui, la BU dispose de 500 000 documents sur 13 km de rayonnage. Cette bibliothèque est constituée essentiellement de 4 espaces, de 4 salles de lecture. Et ces 4 salles de lecture sont réparties en fonction des niveaux des étudiants. Le premier étage est réservé pour les étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième année. Donc l'espace supérieur est réservé pour les étudiants de niveau avancé, les enseignants-chercheurs et les lecteurs autorisés. La principale mission de la bibliothèque universitaire, c'est effectivement de soutenir l'enseignement et la recherche. Mais comment soutenir l'enseignement et la recherche? C'est en mettant à leur disposition de nos différents utilisateurs, qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des enseignants, qui peuvent être des chercheurs, la documentation nécessaire qui pourra peut-être leur permettre, en réalité, soit en fait, de faire des recherches ou bien en fait, de consolider, par exemple, leur cours. Ici, toutes les opérations sont automatisées. 6 000 utilisateurs par jour pour 1729 places. La pandémie à coronavirus exige un nouveau mode de gestion. Il y a donc la possibilité de venir emprunter des documents à la bibliothèque universitaire. Donc les gens viennent à la bibliothèque universitaire, ils empruntent les documents et ils vont travailler chez eux. Mais en plus de cela, nous avons donc multiplié l'accès aux ressources électroniques. Il y a un certain nombre de bases de données qui donnent accès à des ouvrages en ligne. Nous avons le cas de Cyberlibris qui regroupe là beaucoup d'éditeurs qui mettent en ligne des ouvrages et ces ouvrages sont accessibles en ligne. La bibliothèque universitaire est détentrice d'une réserve d'ouvrages et de fonds documentaires de l'époque coloniale. Un trésor patrimonial bien conservé, numérisé et valorisé. Les fonds patrimoniaux, ce sont les journaux officiels de l'AEF. C'est aussi, en fait, par exemple, certains fonds patrimoniaux, comme par exemple le fonds René Maran, le fonds William Ponty et certainement d'autres fonds. C'est le président de la République lui-même qui a légué ce fonds à l'université Cheikh Anta Diop qui, à son tour, l'a donné à la bibliothèque universitaire. Donc c'est un fonds en fait, extrêmement riche, extrêmement important parce qu'il est composé en réalité uniquement de manuscrits de René Maran, des comptes rendus, des conférences, des causeries et aussi les écrits de René Maran.
Dans cette dynamique de valorisation, le Fonds René Maran fera l'objet d'un colloque international en novembre 2021. L'idée vient de l'UCAD. Je me rappelle, c'est le professeur Ibrahima Tchoubo, lors d'une causerie avec nos amis guyanais, qui a lancé l'idée de tenir un colloque international à Dakar sur le prix concours René Maran. Mais entre-temps, il y a eu l'actuel recteur qui est là et qui a eu le mérite non seulement de le valider, et aussi, en fait, par exemple, d'accompagner, en fait, par exemple, de donner au comité d'organisation ce qu'on appelle l'accompagnement institutionnel. Ce colloque-là est très important pour moi parce que ça me permettra de rencontrer beaucoup de chercheurs venus un peu partout dans le monde et on va échanger sur René Maran, étant donné que je travaille sur lui. Ça me permettra de partager mes réflexions avec des chercheurs qui travaillent sur l'œuvre de René Maran. Et je suis aussi en train de préparer une communication en ce sens et pour voir un peu la relation entre René Maran et Léopold Sédar Senghor. La BU, c'est plus d'un demi-siècle d'existence au service du monde universitaire. Keïtou, comme jaillit de nulle part, donne l'impression d'être figé devant la fuite sans cesse des jours qui éloigne et rapproche en même temps le souvenir de l'enfant tout aussi prodige que prodigue, celui-là qui a fait que la petite localité soit sortie de l'anonymat. Ces cases, ces concessions qu'une palissade entoure, des gens simples baignant encore dans une vraie ruralité, des hommes restés de la terre et d'une terre qui a donné au continent l'un des plus grands défenseurs de son histoire tumultueuse. Dans les entrailles de ce baol des profondeurs dort un immortel par la qualité de son legs. Les pharaons qu'il a passé son temps à étudier ont rêvé de déité et d'éternité. Lui était conscient de la finitude, ce que le Coran qu'il avait tout appris et la science qu'il connaissait s'accordent à considérer comme inéluctable. Il est parti à 63 ans, un âge que certains considèrent comme hautement symbolique. Son savoir, ses idées et son combat continuent d'être actuels, mais n'inspirent pas suffisamment une jeunesse de moins en moins portée sur la quête des connaissances. Cheikh Anta aurait pu être un marabout ou un paysan sur une terre anciennement tiède d'eau. L'école coloniale lui a donné l'opportunité de s'instruire et de se construire des arguments capables de déconstruire toute l'idéologie qui niait l'Afrique. La source, c'est Keïtou, hameau sans relief, sans bâtisse recouverte de marbre ou de faïence, sans édifice étagé qui dépasserait le minaret, comme ailleurs dans ces innombrables villages de migrants, de commerçants, de modou-modou qui ont bâti leur fortune en Europe. Qu'est-ce que Cheikh a-t-il rapporté à son terroir natal? Lui est revenu du pays des Blancs, riche de connaissances et convaincu que l'Afrique se développera par elle-même et dans le fédéralisme, ce qui tarde à se réaliser. La route de la Corniche, cet imposant bâtiment avec une fresque murale de Cheikh Anta Diop réalisée d'une manière bien singulière. Voici l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN Cheikh Anta Diop. À l'entrée, un dispositif de lavage des mains réalisé déjà en 2018. Il permet d'éviter le gaspillage d'eau. Ce robinet-là, il est adaptable, même sur un bidon. Nous avons expérimenté dans la commune de Médina Gounass avec 200 familles à qui nous avons remis ces dispositifs avec ce robinet-là et d'autres à qui on a donné ces dispositifs avec les robinets classiques. Et on a fait une étude comparative pendant 1 an et on s'est rendu compte que ce robinet-là permettait d'économiser de l'eau. Mais pas que. On place un dispositif expérimental qu'on appelle un filtre inverse. Donc l'eau entre par le bas et remonte par le haut avec un système de traitement de pierre ponce. Et on est en train de l'étudier depuis quelques semaines. Les premiers résultats ont montré que la qualité de l'eau est améliorée parce que le traitement qu'on met en place permet de diminuer la pollution et de diminuer les bactéries. Comme ça, l'eau peut être utilisée avec sécurité pour l'arrosage des fleurs, etc. L'enjeu pour l'IFAN est de mettre les résultats de ces recherches au service du développement. Au niveau de l'IFAN, on travaille sur les migrations interafricaines, internationales. On travaille sur les questions des inondations des milieux. On travaille sur les questions de la biodiversité, les questions de pollution. Au niveau social aussi, on a des laboratoires qui travaillent beaucoup sur la sécurité alimentaire, sur la santé, sur les questions de Covid. Visite guidée avec le directeur. Voici le laboratoire de biologie marine. L'ensemble des données que nous acquérons ici
Ça nous permet en fait de trouver l'âge à laquelle le poisson se reproduit pour la première fois et la taille à laquelle elle se reproduit pour la première fois aussi, mais également la période à laquelle l'espèce se reproduit au maximum. Et donc, vous conviendrez aisément avec nous que ça, ce sont des données qui sont générées et qui permettent de prendre des décisions par rapport à la gestion durable d'une espèce. Ce laboratoire permet d'avoir une connaissance sur la propriété de plusieurs espèces marines. Certains ont disparu. En fait, ce sont des collections. Bienvenue au laboratoire de zoologie des vertébrés terrestres. Le directeur connaît bien puisqu'il a coordonné les recherches ici. Pour lui, travailler sur les insectes est important parce que tout l'écosystème est corrélé. Nous, ici, on a un programme de recherche en fait, sur la valorisation des déchets. Au deuxième étage, le fonds discographique réalisé par feu Liliane Castello. Il compte des milliers d'heures d'enregistrement sur plusieurs éléments du patrimoine africain. Le service audiovisuel, une vraie niche d'or des archives de l'Afrique occidentale française. Le laboratoire Carbone 14 du parrain Cheikh Anta Diop, ici du nouveau matériel acquis, ce qui permet la datation avec exactitude du temps écoulé entre la vie et la mort d'un organisme. Cheikh Anta Diop, dès qu'il est arrivé à l'IFAN, qui porte aujourd'hui son nom, il est venu presque porteur d'un projet inédit en Afrique. C'était la création du laboratoire de Carbone 14. Et quand on parcourt les archives, on se rend compte que malgré les contestations qu'il a pu y avoir à gauche, à droite, c'est une personnalité qui a bénéficié du soutien des plus grandes personnalités scientifiques de l'époque. L'IFAN a une très longue histoire. L'IFAN aussi a un patrimoine particulièrement riche et important. Donc, le premier défi, c'est avant tout celui de la conservation et de la valorisation de ce patrimoine. L'IFAN, c'est aussi des musées qui lui sont rattachés, comme le musée d'art Théodore Monod, le musée historique de Gorée, le musée de la mer. Il est une vitrine de l'Afrique d'hier à réétudier pour mieux construire le continent que nous voulons. Le doyen, disons, c'est l'autorité de la faculté. Il est choisi parmi ses pairs, parmi les professeurs de rang A. On appelle professeur de rang, c'est-à-dire les professeurs titulaires ou les professeurs assimilés, ou à défaut. Donc, à défaut, s'il n'y a pas de professeur titulaire ou de professeur assimilé, parmi les maîtres de conférences titulaires. Donc, il est élu par ses pairs au suffrage universel, c'est-à-dire tous les enseignants de tout grade confondus qui votent à l'élection du doyen. Et une fois le doyen élu, il est nommé par décret de M. le Président de la République. Donc le mandat dure 3 ans et il est renouvelable une fois. Quelle est votre mission? Le doyen, c'est l'organe, disons, c'est l'organe exécutif de la faculté. Il préside l'assemblée de faculté. L'assemblée de faculté, c'est l'instance délibérative où sont représentés tous les chefs de département, mais aussi, disons, les enseignants, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants. Et cette assemblée délibère sur toute la vie facultaire. Et c'est le doyen qui préside l'assemblée de faculté. Il exécute aussi les décisions qui émanent de l'assemblée de faculté. Il, bien entendu, fait veiller à l'observation des lois, des règlements, assure aussi la police au niveau de la faculté. La mission de l'INSEP, comme je vous l'ai dit, c'est la formation d'abord, la recherche et le service à la communauté. La formation, nous formons les cadres de l'État, les cadres vraiment qui sont destinés à définir la politique de l'État dans le domaine des sciences et techniques des activités sociales, le sport, l'encadrement de la jeunesse, l'éducation populaire. Hein? Nous faisons de la recherche dans ce domaine aussi pour permettre un développement des associations sportives. Mais aussi, nous donnons un service à la communauté. Les services à la communauté. Nous encadrons la formation des moniteurs de fitness qui vont encadrer la pratique sportive des Sénégalais pour les mettre à l'abri des maladies chroniques dues à la sédentarité. Nous formons les maîtres nageurs. Nous formons les entraîneurs dans les équipes. Les gens qui entraînent les équipes dans les quartiers.
nous formons les enseignants d'éducation physique qui enseignent l'éducation physique dans les établissements. Donc nous avons un service à la communauté. Donc voilà les missions de l'INSEP. Sac au dos, ils ont repris le chemin du savoir. Depuis le 14 janvier, les enseignements ont démarré à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les démarrages sont effectifs depuis novembre pour certains instituts et écoles de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Certains ont démarré aussi en décembre. Actuellement, il n'y a que les grandes facultés qui restent et ces grandes facultés-là sont dans des séances de délibération et démarreront effectivement les enseignants à partir du 1er mars. Dans les salles de petits groupes d'étudiants, dehors, on est loin de l'effervescence des années passées. Le contexte sanitaire actuel et l'instauration du système bimodal, enseignement en ligne et en présentiel, en sont les raisons principales. À la faculté de médecine, les activités ont démarré depuis plus d'un mois. Pour l'année 2021, les enseignements ont effectivement démarré, comme je l'ai dit tantôt, le 18 janvier. Depuis lors, tout se passe normalement, malgré donc le contexte, et des dispositions sont prises pour que les mesures et les gestes barrières soient respectés. Donc, le calendrier que l'on a élaboré court du 18 janvier jusqu'au 10 septembre. Et on compte terminer l'année durant cette période-là. Les étudiants ont été associés concernant le démarrage de l'année académique 2020-2021. Ils ont initié des activités de sensibilisation dans la lutte contre la COVID-19. Donc le bilan, on peut le juger efficace parce que les étudiants se sont impliqués. Nous-mêmes, nous avons eu à organiser une zone de sensibilisation au mois de septembre où j'ai eu à former avec mon équipe 200 étudiants volontaires au niveau de la fac de lettres qui aujourd'hui, on les a formés dans le secourisme et dans la prévention afin qu'ils puissent au moins guider les étudiants dans le port de masque et surtout dans le respect des mesures barrières. Les nouveaux bacheliers admis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont jusqu'au 27 février, date limite des inscriptions, pour terminer leurs formalités. Pour l'heure, 60% des nouveaux bacheliers de l'UCAD se sont inscrits. C'est devenu une routine. Chaque soir, la désinfection des lieux est effectuée. Covid-19 oblige. Nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À chaque coin, des points de lavage sont installés. Un protocole sanitaire de prévention pour lutter contre la pandémie. Les agents de la Croix-Rouge et les agents de sécurité qui veillent au respect des mesures strictes. Et après chaque dîner, le personnel de la Croix-Rouge désinfecte les salles. Ils sont visibles aux différentes entrées, prise de température, distribution de gel et contrôle du port correct de masques. Les éléments de la Croix-Rouge sont incontournables dans le dispositif. À l'UCAD. On est aussi à UAM, on est à INSEP, ESP, on est à ESEA, à l'école normale aussi. Il y a des équipes qui sont déployées là-bas. En plus, pour renforcer les mesures, un comité de riposte inclusif est créé. Ce comité va piloter la sensibilisation interne. Composé d'amicales d'étudiants, de syndicalistes, des daïras et l'imam de la mosquée ici. On fait des sensibilisations chaque semaine. En tant qu'étudiant, je vais jouer un rôle d'un acteur. Je vais essayer de les sensibiliser, afin de les conscientiser pour qu'ils respectent les mesures barrières. Malgré ce travail fait sur le terrain tous les jours, des récalcitrants existent. Et parfois, d'autres même refusent de porter le masque ou de faire prendre leur température aussi. Bon, ça nous arrive même quand on les donne parfois du gel, ils nous les versent encore. Et pourtant, ils sont nombreux à être conscients de la gravité de la situation. Pour beaucoup d'étudiants, c'est une question de responsabilité. C'est la personne, même l'étudiant même, qui doit savoir qu'on est dans une situation où on doit vraiment prendre nos mesures. Les autorités sanitaires de l'UCAD ont pris les devants. Depuis le début de la maladie, presque tous les cas déclarés sont guéris. Avec l'accord des étudiants, on a identifié 2 pavillons
un pavillon de 33 chambres avec toilettes internes pour les cas suspects, un autre pavillon de 30 chambres avec toilettes internes pour les cas confirmés, testés positifs. Et dans les perspectives, bientôt, une structure médicale de dernière génération sera réceptionnée. Et là, toutes les spécialités seront disponibles. La Covid-19 prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal et pourtant, certains négligent toujours les gestes barrières. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les personnels sanitaires et sécuritaires veillent au grain. Une vitrine garnie de prestigieux trophées, symbole des grands clubs au palmarès reluisant. Le Dakar Université Club fait partie des équipes les plus titrées du basketball sénégalais, une culture de la gagne inscrite dans le patrimoine génétique du club depuis plusieurs décennies. Faisons partie des clubs les plus anciens, ici dans l'environnement du basket. Donc nous avons deux équipes, une équipe masculine et une équipe féminine qui joue les grands rôles. Et chaque catégorie a 4 équipes. Nous avons des minimes, des cadets, des juniors et des seniors, chez les garçons comme chez les filles. C'est ici, sur ces 2 terrains de basket, que le Duc s'entraîne quotidiennement sous le regard des supporters de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le club s'appuie sur un effectif jeune, de qualité, chez les hommes comme chez les dames. 2 équipes qui font carton plein en championnat avec 6 victoires en autant de sorties. On s'est donné les moyens pour pouvoir y accéder. C'est d'abord le recrutement et après maintenant les entraînements et maintenant la compétition. Se donner à 200%, être mentalement prêt, physiquement prêt sur le plan tactique et tout ça. Nos adversaires commencent à s'adapter à notre jeu. Nous, on continuera toujours à travailler. Mais l'objectif, c'est surtout c'est le championnat, le titre. On se battra pour se qualifier d'abord, pour être parmi les premiers et jouer les quarts de finale et éventuellement les finales. Niveau tactique, niveau technique, il y en a, conditions physiques, il y en a, conditions de paiement, ça va aussi. Donc, je peux dire que franchement, c'est un bon niveau. Pour garder ce niveau de performance, le club peut compter sur un staff technique aguerri, un espace sportif réhabilité, mais surtout une base affective. Nous sommes à l'université, donc le Duc est un club qui est logé même dans l'enceinte de l'université. Et qui dit université parle d'étudiants. Donc la base effective du Dakar, c'est l'université. Potentiellement, on a 100 000 et quelques supporters, ce qui explique un peu le nombre et le foule que draine un peu le club. C'est une question d'appartenance et une question un peu d'identité. Une identité remarquable pour un club aux ambitions toujours aussi grandes. Reste maintenant aux joueurs de saisir la balle au rebond pour garder les jaunes et noirs au sommet de l'élite du basketball sénégalais. Les longues heures de cours, les étudiants ont besoin de sortir des amphis et des chambres pour s'épanouir. Un épanouissement sportif dans le campus qui exige des infrastructures à la hauteur de ce besoin. Entre construction et réhabilitation, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a changé de visage pour répondre à cette demande. On le constate un peu partout dans les campus universitaires. Il y a des espaces dédiés comme les terrains, les espaces de jeu. Au niveau des campus universitaires, le directeur sortant avait pensé qu'il fallait réhabiliter toutes les infrastructures sportives. Donc ce qui a amené, c'est en tout cas ces réhabilitations que vous avez vues. Qu'on soit amoureux de foot, de tennis, de volleyball ou encore de handball, l'espace ne manque pas. Il suffit de choisir son sport favori. Il y a ce que l'on appelle le sport de masse, qui est pratiqué par l'ensemble des étudiants. Mais aussi, de l'autre côté, il y a ce que l'on appelle le sport d'élite, qui est pratiqué par les sections du Dakar Université Club. Et parmi ces sections, nous avons la section du basket, du football, du handball, du volleyball. Il y a du taekwondo pour ce qui concerne les arts martiaux. Il y a également le Duc section tennis. Depuis plus d'une trentaine d'années, Babacar exerce sa passion dans cette cour de tennis. Ancien étudiant, aujourd'hui moniteur de sport, il affiche sa fierté. Ça fait plaisir parce que ça, s'il y a ça, moi je remercie le président. Parce que là, je peux dire depuis 20 ans,
les cours, qui connaît le Duc Tennis, s'il voit en ce moment l'état des terrains, il voit que vraiment il y a un changement. L'UCAD s'est inscrite dans une dynamique de promotion du sport dans le campus, ceci dans le respect de la fameuse formule « Esprit sain dans un corps sain ». Le budget de cette année 2021 est particulièrement orienté vers la chambre de l'étudiant, le vécu quotidien de l'étudiant. Donc, le budget a été orienté pour que l'étudiant vive mieux dans sa chambre, pour que tous les étudiants aient les lits appropriés, qu'il y ait des matelas orthopédiques, qu'il y ait le mobilier de cité dans leur chambre, que leur salle d'études soit équipée. Également que leur salle de sport, les terrains de foot soient équipés comme il faut. Mais aussi que du point de vue médical, vous avez vu qu'il y a un important bâtiment qui est en train d'être construit en relation avec la coopération américaine. Ça aussi, c'est important de mettre le focus cette année du point de vue de l'équipement de cette infrastructure et du point de vue de la prise en charge médicale de manière générale. Ça va être un focus pour le budget 2021. Donc, pour dire tout simplement que le social sera au cœur du budget de 2021, n'empêche qu'on va continuer quand même à consolider les acquis en termes d'environnement, en termes de cadre de vie. Vous vous êtes rendu compte que l'université est reluisante en termes d'espace vert. On va continuer à consolider ce travail, mais également en mettant le focus à l'intérieur des chambres des étudiants. Et justement, nous restons toujours dans ce domaine parce que le décor est révélateur. À l'entrée du centre des œuvres universitaires, les constructions tapent forcément dans l'œil du visiteur. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la construction de ces nouveaux pavillons? Oui, ça c'est un important projet et depuis que le président Macky Sall est là, les choses n'arrêtent pas d'évoluer. Donc en 2012, lorsque le président est arrivé, la capacité d'accueil de l'université était de 5000 lits. Mais dès 2013, on a démoli 6 pavillons que la protection civile avait estimé que c'était un danger pour les étudiants. Entre 2014 et 2015, le président a construit 3 pavillons. Entre 2016 et 2018, 6 autres pavillons ont été construits, soit un total de 9 pavillons. Donc, ce qui a permis, de 2012 à 2018, de doubler les capacités d'accueil, la capacité d'accueil des campus sociaux, qui sont passés de 5000 lits à 10 000 lits. Maintenant, le président étant toujours insatisfait de cette situation, a noué un partenariat avec la société appelée AMSA Realty pour la construction de 20 pavillons, dont 8 dans le grand campus où nous sommes, 6 à la cité colonelle, 2 à l'IST, 2 à l'ESEA et 2 autres à l'ESP, je crois. Donc, ça fait au total 20 pavillons qui vont encore doubler la capacité actuelle. Il est attendu à la livraison de ces pavillons-là qu'il y ait au moins 18 000 lits qu'on va mettre à la disposition des étudiants. Alors justement, monsieur le directeur, la maladie à coronavirus ne cesse de constituer une question d'actualité avec justement son lot de conséquences. Peut-on savoir les dispositions prises par les autorités du COUD pour freiner la propagation au sein de ce temple du savoir? Oui, concernant la pandémie à Covid-19, il faut signaler qu'il y a 3 niveaux dans la stratégie de riposte. Il y a d'abord la sensibilisation avec l'implication des étudiants, des amicales d'étudiants, des représentants d'étudiants. Ça, nous sommes en train de faire une campagne extrêmement importante là-dessus avec les étudiants. Il y a ensuite le fait de doter les étudiants de produits, en tout cas, qui leur permettent de faire face à la maladie, en tout cas de respecter les mesures barrières. C'est à ce propos que, depuis janvier, 350 000 masques de manière globale ont été achetés et mis à la disposition des étudiants. La semaine passée, on a bouclé une campagne de distribution gratuite de masques avec l'installation de 25 stands de distribution gratuite de masques au niveau du grand campus et de toutes les cités universitaires. Également, dans le domaine de la prise en charge médicale, qui est un autre volet de la stratégie, nous avions réservé les pavillons des mariés pour effectivement, en cas de Covid, que l'on puisse interner les patients et les prendre en charge correctement. Et de ce point de vue, effectivement, il y avait 2 cas qui ont été déclarés. Il y a eu une montée du nombre de cas jusqu'à une dizaine de cas. Mais Dieu a fait qu'avec le système de confinement de ces malades et des cas suspects, aujourd'hui, nous sommes revenus à 0 cas. Donc, ça veut dire que tout simplement, nous avons pris au sérieux la pandémie parce qu'on sait qu'on vit dans une agglomération très dense et il fallait anticiper sur les choses pour que véritablement la maladie puisse être stoppée et que les mesures appropriées puissent être prises.